Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Thomas, cofondateur d'InEmotion. Salut Rémi. Salut Armelle, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bon alors Rémi, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de ce qu'allait devenir ensuite ta carrière professionnelle ? Écoute, je ne sais pas s'il y avait vraiment des signes précurseurs, mais on retrouve a posteriori en refaisant le film quelques notions, profil plutôt international. J'ai déménagé pas mal quand j'étais jeune. J'ai vécu en Belgique, en Italie, en France évidemment. Et cette notion d'international a toujours accompagné mes projets professionnels. Donc on peut trouver des similitudes. Et après, pareil, toujours eu plutôt une approche généraliste que spécialiste. Donc c'est peut-être des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ce que je fais professionnellement. Et alors du coup, elle a commencé comment cette carrière ? Alors, de manière on va dire inattendue, j'ai commencé après mes études à travailler dans une banque d'affaires à Paris. Alors, c'était vraiment pas un objectif en soi pour moi, mais plutôt une opportunité. Et donc, j'avais cette opportunité de rentrer en fusion-acquisition dans une banque franco-américaine qui s'appelle Lazard. Et je me suis dit, bon, faut absolument que je la saisisse parce que je vais sûrement découvrir et apprendre énormément. Et ce qui s'est passé pendant 7 ans, 6 ans à Paris, 1 an à New York. Et voilà, ça m'a vraiment permis de découvrir des univers et un univers des entreprises en fait, et des entreprises en mouvement qui bougent, parce qu'on est sur des fusions-acquisitions, sur des transformations stratégiques des entreprises qui étaient hyper riches. Et après, comment t'as fait le saut jusqu'à InEmotion ? Le saut, c'est vraiment mes associés. Donc InEmotion, on l'a cofondé à 3. Donc mes 2 autres associés ont fait les mêmes études d'ingénieur que moi. On a eu des parcours pro différents et on s'est retrouvés justement après cette première expérience professionnelle, chacun de notre côté. On s'est retrouvés en 2014 pour cofonder InEmotion avec vraiment quelque chose qui nous animait tous les trois, cette volonté entrepreneuriale. Et puis en fait une expérience pro hyper complémentaire. Et donc c'était vraiment ça qui était intéressant, c'est-à-dire que on avait un projet qui se basait sur un concept qu'avait développé un de mes associés, Valentin. Et puis, on avait vraiment ces deux volontés de créer une boîte et puis d'aller à l'international et de se réunir autour d'un projet qui avait du sens. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu la proposition de valeur d'InEmotion pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore ? Alors, InEmotion, donc c'est une start-up qui a été créée en 2014 à Annecy et qui se base sur le concept suivant: les nouvelles technologies embarquées peuvent sauver des vies. Et donc, on a vraiment eu cette volonté de développer un produit, donc en l'occurrence un gilet airbag, qui intègre des nouvelles technologies, donc des cartes électroniques, des algorithmes prédictifs embarqués sur les personnes et qui vont être capables de détecter des chutes pour protéger ses utilisateurs au moment d'un accident ou d'une chute. Et donc vraiment, c'est l'intersection de différents univers. Un premier univers tech, on vient du monde de la tech, les data, les algorithmes prédictifs, les nouvelles technologies, avec d'autres univers qui sont des univers de l'outdoor. Donc, on a commencé en 2015 par équiper des skieurs professionnels de Coupe du Monde en ski cross. Et puis après, on a ouvert à d'autres univers, la moto, l'équitation, et il y a plein d'autres univers qui vont arriver derrière. Comment vous avez eu l'idée initialement ? Parce que c'est pas le tout de se dire, ok, on est ingénieur, on sait faire des algorithmes. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ? Ouais, tout à fait. Il y a toujours une histoire.
Et je dirais que celle-ci, elle commence vraiment chez Valentin, qui lui était à la croisée à cette époque-là de deux univers. Bon, l'univers des nouvelles technologies et l'univers du vol. Du vol au sens voler en parapente avec des ailes gonflables. Et en fait, derrière les ailes gonflables, il y a l'univers des objets qui gonflent. Et c'est vraiment ces deux passions-là qui l'ont amené à réfléchir à un airbag pour skieurs, parce que lui vient du monde du ski. Et ça, donc, c'est, je dirais, la première brique qui a constitué la fondation d'Inemotion. Puis il est allé chercher une deuxième brique qui était donc mon associé Pierre-François Pef, qui était sur avoir un produit, il faut s'assurer qu'il y a évidemment des utilisateurs, des clients et un go-to-market qui peut se faire, quoi. Et donc c'est cette deuxième brique qu'il est allé chercher chez Pierre-François. Et ils sont venus me chercher pour amener la troisième brique qui était d'apporter une stratégie d'entreprise, une organisation et un modèle de financement. Et donc c'est vraiment je dirais, la complémentarité de nos trois expériences qui a abouti en 2014 à la création d'Inemotion. Alors, entre l'idéation et la réalisation du premier POC, ça vous a pris combien de temps? On a créé la boîte en 2014. On avait, on va dire, un concept vraiment très, très prototype, early stage. Et en 2014, on crée l'entreprise. On est, d'ailleurs, pour l'anecdote assez marrant, on est avec un premier proto, on obtient l'agrément de la FIS, Fédération nationale de ski, pour équiper des skieurs pros en Coupe du Monde, en ski cross. Donc on obtient cet agrément et ils nous demandent, bravo, quelle est l'entreprise qui bénéficie de cet agrément. Et en fait, l'entreprise n'était pas constituée à cette époque. Parce qu'on avait lancé la boîte, mais on l'avait fait à trois entrepreneurs, on était dans un petit bureau, dans une pépinière, mais il n'y avait pas de structure juridique encore, quoi. Et du coup, on a dû précipiter la constitution de l'entreprise, donc en octobre 2014, parce que la FIS nous demandait quelle était l'entreprise légale qui allait obtenir l'agrément pour équiper des skieurs pro en Coupe du Monde. Donc ça, c'était 2014, donc quelques protos sur notamment l'équipe de France qui a toujours été de ski cross, qui a toujours été un soutien et des partenaires dans ce développement. Et en 2015, avec notre premier partenaire, la première marque partenaire POC, on commence à équiper plusieurs fédérations Coupe du Monde ski cross. Donc on a mis 18 mois pour vraiment aller équiper des équipes professionnelles. Donc il y avait un niveau d'exigence quand même assez important, mais aussi une aisance et on va dire une habitude de tester quand même des nouveautés. C'est toujours avec les pros qu'on teste ce genre d'innovation et de nouveautés. Et même s'ils ont un niveau d'exigence très élevé, ils sont aussi capables de comprendre qu'il va y avoir des itérations pour améliorer le produit. Après, avant 2014, encore une fois, Valentin avait développé ce concept. Donc voilà. Alors du coup, j'imagine que depuis la création d'Inemotion, vous avez plein d'anecdotes, toutes plus fun les unes que les autres. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Ouais, ouais, on en a toujours. C'est ça aussi qui est passionnant. Quelques-unes. La première, justement, après avoir équipé les équipes professionnelles en direct, on a voulu évidemment distribuer nos produits dans les magasins. Donc c'était une grande première pour nous. Donc pareil, ça devait être début 2016. Les premiers produits, donc c'était hiver 15-16, mais les premiers produits sont mis dans des magasins. Alors vraiment des magasins plutôt orientés racing quand même dans le ski. Et on met les premiers produits dans les magasins. Et donc nous, la particularité de notre produit, c'est qu'un client, une fois qu'il achète le produit dans un magasin, il doit activer un compte pour faire fonctionner tous les algos. Donc on est au courant du sell-out. Donc évidemment, les produits sont distribués dans les shops par notre partenaire POC. Et nous, on n'attend qu'une chose, c'est évidemment la première activation du premier client qui a acheté un produit dans un magasin. Et vous imaginez que pour un entrepreneur, c'est hyper clé, quoi. C'est un moment incroyable. Et donc évidemment, ce moment-là arrive, donc on est évidemment super excité, et donc on regarde le client, génial, il a acheté son premier airbag dans un shop à Chamonix, c'est génial, il a activé son compte, tout a marché, c'est génial. On creuse un peu quand même pour savoir qui est ce client, en essayant de se dire on va quand même le remercier, lui faire un cadeau ou autre, et en fait on se rend compte que c'est un concurrent. Ok, comment tu réagis dans ces moments-là? On se marre. Non, on se marre. Et en fait, on aurait quasiment dû y penser avant. Évidemment, le premier client qui allait se précipiter pour voir le premier produit de notre techno, qui est une techno innovante, c'était en fait un concurrent qui avait fait quand même le trajet, parce que c'était un Italien, et donc il avait fait 300 km pour aller acheter le premier produit dans le magasin de Chamonix.
qui était disponible. Donc, c'était assez marrant. Donc ça, ouais, anecdote marrante. On le citera pas, mais on appréciera le travail de benchmark quand même. Exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis la création d'Inemotion ? Ça change tout le temps. C'est-à-dire que rien ne se répète. Chaque année est un nouveau challenge. Alors c'est ça aussi qui est évidemment passionnant. Mais on a eu cette chance, je dirais, d'avancer, de se développer. Et donc vraiment, chaque année qui arrive ne ressemble pas à la précédente. Et c'est vraiment ça qui est passionnant et qui nous anime tous les jours et qui, j'espère, va continuer ces 10 prochaines années, si ce n'est plus. Est-ce qu'il y a un fait marquant ou une autre anecdote que tu pourrais partager avec nous ? Bah justement, une autre anecdote assez marrante aussi avec des partenaires, quand on crée sa boîte avec une idée un peu innovante qui n'existe pas, on est vachement challengé, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup plus de non que de oui, concrètement. Et donc, on doit vraiment se vendre et vendre le concept, le projet. Et donc, en gros, l'objectif, c'est d'aller voir des marques partenaires pour leur expliquer pourquoi ils doivent bosser avec nous parce que notre techno, notre produit est génial. On est vraiment dans ce sens-là, quoi. Et en 2018, donc 4 ans après la création de la boîte, on avait déjà lancé quelques produits. On avait lancé des produits aussi en moto. Et on est à un gros salon en Italie, à Milan. Et là, il y a une marque qui vient nous voir et qui demande à avoir un rendez-vous avec nous. Donc, on dit bien sûr, évidemment. Et là, cette marque nous fait une présentation d'une demi-heure pour nous expliquer toutes les bonnes raisons pour lesquelles nous, on doit bosser avec eux, en fait. Et donc, le rapport s'était inversé. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est assez marrant comme anecdote parce qu'on est toujours dans cette démarche d'essayer de séduire en disant, bon, on se prend tellement de noms que pour avoir un oui, évidemment, il faut se battre et être vraiment dans la séduction, convaincre, fédérer les gens. Et là, on arrive à cette réunion, on était prêt à sortir notre discours pour dire à cette marque, bon, écoutez, voilà ce qu'on peut faire avec vous. Et en fait, ils ont pris de court, ils ont fait l'inverse. Et c'est la première fois, donc c'était vraiment marrant comme situation. Et depuis, on bosse avec eux et d'ailleurs, ça se passe hyper bien. Si tu regardes ton parcours, y compris quand tu travaillais dans le milieu bancaire, est-ce que tu as fait une grosse erreur? Et surtout, plus important, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, c'est une question grosse erreur. J'ai surtout l'impression d'avoir fait plein d'erreurs, quoi. Plein d'erreurs tout au long et de continuer à en faire, évidemment. Et il y a toujours des stop and go, il y a toujours des choses qui se passent bien. Et puis, en fait, 2 semaines après, c'est totalement l'inverse. La situation est catastrophique. Moi, je me rappelle le Covid. On devait signer un term sheet pour une Série A le vendredi 13 mars. Bon, jeudi 12, c'est la pire baisse du CAC 40 en bourse. La signature, évidemment, a été remise en cause, puis après, confinée. Donc, la catastrophe, voilà. Et donc, il y a plein d'erreurs qui sont faites, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais c'était évident qu'il fallait que j'accélère la signature, j'aurais dû le faire. Mais donc, il y a plein de petites erreurs qui jalonnent les parcours. Ce que je me dis, c'est d'essayer, en tout cas, évidemment, d'en être conscient, de les regarder en face, et puis surtout d'essayer de les changer, de se corriger. C'est ça qui est hyper important. Évidemment, on en fait plein d'erreurs. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir commis une grosse erreur, mais plutôt le sentiment ou la certitude d'ailleurs d'en avoir commis plein de petites. Mais la question, c'est surtout comment tu avances et continuer d'avancer. Il faut qu'il y ait plus de petits succès que de petites erreurs. Et comme ça, tu continues d'avancer. Et alors, vous l'avez eu, votre série A, ou pas? Ouais, on l'a eu 6 mois après. Ah, quand même, 6 mois plus tard. Donc, il fallait avoir les reins solides et tenir jusque-là. Ouais, ça a été une période assez compliquée parce qu'en plus confiné, donc nous produits vendus dans des magasins pour la mobilité. Bon, autant vous dire, on passe de tout à zéro. Le moral à ce moment-là, pas top. Mais voilà, mais c'est 6 mois après et on a tenu. On était aussi bien entouré, ce qui est hyper important, d'être bien entouré, d'avoir que ce soit perso ou pro. Dans la boîte, tous les personnes qui gravitent autour de la boîte, des actionnaires. Bon, évidemment, à ce moment-là, le fait d'être associé, ça aide. On est 3 à porter ça, évidemment. Je suis pas tout seul. Donc, c'est ça qui est hyper important. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on est une entreprise dont le produit principal est quand même en lien avec la mobilité et que les gens sont empêchés de se mouvoir, en tout cas pas dans un périmètre supérieur à 1 kilomètre, donc on peut imaginer et espérer qu'ils n'ont pas à se servir des produits sur une telle distance, à pied. Qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces semaines de confinement? C'est pas le tout de se dire ok, ça s'arrête. Comment vous avez rebondi sur cette période-là? Là, à ce moment-là, le réflexe a été vraiment de relever son horizon. Parce qu'effectivement, si on regarde mars, avril, c'est la cata, tout se confiné, personne ne sort. Par contre, si on se dit, OK, donc à un moment donné, évidemment, ça va se terminer,
Et à ce moment-là, quand ça va se terminer, il va y avoir une phase d'euphorie et il va surtout y avoir un besoin de reconnecter avec justement le déplacement, les rencontres, aller redécouvrir, revoyager. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aussi, pareil dans l'outdoor en fait finalement, ce besoin de se reconnecter avec l'outdoor. Et donc nous, je sais qu'à ce moment-là, tout ce qui était, on va dire, business, bah, évidemment, c'était un peu à l'arrêt parce que les magasins sont fermés, les gens n'achètent pas. Par contre, tout ce qui était R&D, tout ce qui était à plus long terme, ça carburait à 300%. Et c'est ça qui nous, à ce moment-là, qui nous permet aussi de sortir du quotidien. C'est de se dire, à ce moment-là, on a le temps aussi de se focaliser sur de la R&D plus long terme, sur d'autres marchés qui vont arriver et dans lesquels on est convaincu que une fois qu'effectivement tout ça sera passé, alors la question c'était combien de temps ça va durer et comment on arrive à survivre dans cette durée. Mais au-delà de ça, on se dit derrière il y aura plein de choses qui vont aussi émerger. Donc c'est vraiment, je dirais, élever son horizon pour à la fois finalement se motiver, regarder la suite en se disant voilà, ça sera que, à un moment donné ça va repartir et il faudra en profiter et sur quoi on peut réfléchir sur le long terme, parce que de toute façon le court terme il se passe rien quoi. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Est-ce que tu as une motivation qui t'aide à passer les vallées? Échanger, discuter. Encore une fois, on est trois à avoir créé la boîte, donc on est trois à vivre tous ces moments-là. Donc c'est partager ces moments-là, se soutenir. Et puis après être trois, on a fait très rapidement nous rentrer des actionnaires, des business angels, puis des fonds de capital risque. Et donc, en fait, à ces moments-là, j'avais beaucoup de calls avec l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'entreprise et qui nous permettent de vraiment prendre du recul, se rappeler à la fin, et c'était un de mes actionnaires d'un fonds de capital risque américain qui me disait, de toute façon, Rémi, le projet InEmotion, c'est un projet de long terme, c'est pas un buzz ou un effet de mode, donc ça prend un peu de temps. Et le fond, le sous-jacent, qui est la protection, la sécurité des personnes dans leurs mouvements, c'est une tendance de fond qui a du sens et donc faut tenir le coup, mais t'inquiète pas sur le long terme. Et donc c'est vraiment discuter avec ces personnes autour pour échanger, évidemment aller repuiser aussi un peu d'autres, voir un peu ce qui se passe autour. Parce qu'évidemment quand ça se passe mal, on peut très vite se refocaliser que sur soi et ses petits problèmes, et puis en discutant avec d'autres, on se rend compte qu'il y a plein d'autres problèmes partout. Et que le but, c'est comment on les dépasse, quoi. Donc, c'est regarder un peu ailleurs, faire un peu de sport et puis lire beaucoup. C'est amusant que tu dises ça parce que je me souviens que on était tous les deux au conseil d'administration de l'Outdoor Sports Valley au moment du Covid. Donc on s'est tous arrêtés un lundi midi et il se trouve qu'on avait ce conseil d'administration le jeudi suivant. Donc là, évidemment, tout le monde était présent. Il y avait une vingtaine de chefs d'entreprise qui étaient là en Zoom ou Teams, peu importe. Une fois n'est pas coutume, notre président de l'époque, donc Patrick Giraudon du groupe Nick Impex, avait fait une sorte de tour de table pour savoir comment chacun allait et quelles étaient les problématiques principales qui étaient rencontrées pour savoir si on pouvait avoir des quick fix à mettre en place, si on pouvait s'entraider. Et c'est amusant parce que on était tous rentrés dans ce rendez-vous en étant assez tristes, assez complètement dépassés par les événements, pour certains très anxieux, pour d'autres complètement hallucinés et encore sous le choc. Le rendez-vous a duré 2 heures. On est tous passés les uns après les autres et on est tous ressortis de là en étant beaucoup plus galvanisés sur quelque chose de plein d'espoir, avec une notion d'utilité, de sens de la communauté. Donc comme quoi l'échange, y compris dans des périodes de très grosses crises et en tout début de crise, quand on sait pas où on va, et ça aide très fort, quoi. Je suis absolument d'accord. Échanger, j'appelle beaucoup de gens autour de moi, même qui sont pas forcément liés à InEmotion, mais qui connaissent le projet, qui me connaissent, et j'échange, et ça me permet aussi de relativiser, de prendre des conseils, et sinon aussi de prendre des nouvelles et de penser à autre chose. C'est aussi ça, d'éviter le nombrilisme et de sombrer sur soi-même. À un moment donné, regarder ce qui se passe dehors. Alors nous, on a un environnement Annecy qui est plutôt là-dessus favorable et extraordinaire, mais c'est ça, il faut surtout pas se renfermer et plutôt s'ouvrir. C'est ça, je pense, en tout cas, moi, une de mes clés. Donc, que ce soit par les autres, les échanges, un bon livre ou aller courir. Alors, si on regarde un peu le côté positif des choses, est-ce qu'il y a des grands accomplissements ou des grandes satisfactions dont tu es particulièrement fier ? Je crois que c'est un des fils rouges de cette discussion, mais je crois que l'association à 3, on l'a créée à 3, on est toujours 3 aujourd'hui dans la boîte. Comme je vous disais, il y a plein de rebondissements et donc il faut réussir nous-mêmes, tous les 3 individuellement et collectivement, à évoluer en même temps que la boîte pour accompagner son développement. Et je crois que ça, c'est une vraie force, on est très, très complémentaires.
Et donc, après, ça nécessite de discuter, d'échanger, de se dire les choses, de vivre aussi des moments vraiment passionnants. Mais ça, c'est quelque chose effectivement dont je partage, je veux dire, la fierté avec mes associés, parce qu'encore une fois, finalement, on est trois à avoir réussi ça. Et après, une autre satisfaction entre guillemets, c'est le sens qu'on donne à notre produit et du coup à toutes les équipes avec qui on a la chance de travailler, puisque on reçoit aujourd'hui, on a à peu près en moyenne 15 accidents par jour protégés par notre airbag. Et donc on reçoit quasiment plus d'un message par jour de ces clients des utilisateurs qui sont tombés et qui nous remercient parce que l'airbag les a protégés, voire sauvé la vie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qui est partagé avec toute l'équipe d'Inemotion et qui nous anime. Et ça, je pense que c'est quelque chose où on peut être aussi fier de ce qu'on a réussi à faire. Ouais, c'est priceless. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il y en a plein. J'ai eu la chance, on m'a donné plein de conseils. Non, ça rejoint un jour, mais d'ailleurs, c'était dans cette période-là, la résilience. En tant qu'entrepreneur, la résilience. En fait, c'est un marathon qu'on essaie de courir à la vitesse d'un sprint, mais il faut être résilient parce que on a plus de dons que oui, il y a plein de challenges, ça se passe jamais comme prévu, c'est aussi ça qui en fait la richesse, mais il faut être résilient, faut tenir. Et après, il y a un autre conseil qu'on m'a donné à un autre moment d'un investisseur qui m'a beaucoup amusé, qui m'a dit un jour, une start-up, ça ne se vend pas, ça s'achète. J'ai trouvé cette phrase assez drôle parce qu'en fait, elle donnait vraiment l'état d'esprit dans lequel alors lui était en tant qu'investisseur et que nous on était finalement en tant qu'entrepreneur, qui était vraiment ne construis pas ta boîte pour la vendre, développe-la comme tu le sens, comme tu le vois, selon ta vision. Et bon, si un jour ça doit arriver, alors évidemment les investisseurs à un moment donné ils voudront sortir, mais ça passe pas forcément par une vente et une sortie des entrepreneurs d'ailleurs, mais en tout cas le mindset, c'était vraiment focalise-toi sur le développement de la boîte, franchis les milestones, développe-la. Et l'acquisition se fera naturellement, non pas parce que tu es en train de créer des milestones pour te mettre en vente et créer un process, mais parce qu'en fait, ta boîte sera super attractive parce que tu seras en plein développement et que ça se sentira et que ça se verra. J'ai trouvé ce conseil-là venant d'un investisseur financier américain à la fois amusant et qui montrait aussi l'état d'esprit dans lequel on était. C'est très américain aussi comme état d'esprit. Probablement. De temps en temps, là-dessus, tu disais qu'est-ce qui peut te motiver de temps en temps, en cas de coup dur, c'est d'appeler un Américain parce que t'es amazing. Absolument, tout est awesome et amazing quand tu parles avec les Américains. Ouais, mais ils ont cette capacité à entraîner aussi, donc c'est bien aussi. Faut savoir en profiter de temps en temps. Comment tu vois l'avenir d'Inemotion dans, je sais pas, les 5 à 10 prochaines années? Des nouveaux challenges et encore beaucoup de transformations. Je pense même que dans les 5 dernières années, on est passé de 20 personnes à 90. Donc déjà une belle transformation, on va dire. Et je pense que les 5 prochaines années, ça va être encore plus transformant avec deux challenges devant nous qui sont l'international. Donc recruter des équipes à l'international, ce qu'on a commencé à faire cette année en Allemagne. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir des bureaux à l'international chaque année, vraiment pour se déployer. Donc il y a une notion de croissance, d'organisation multiculturelle, donc pas mal de sujets. Et un autre challenge aussi qui est de continuer d'ouvrir des nouvelles applications, des nouveaux univers, s'ouvrir, d'être multimarché à l'international, de continuer de se développer. Donc pas mal de challenges qui sont évidemment plutôt positifs et super enthousiasmants. Mais on a beaucoup de choses devant nous encore. La route est longue. En tant qu'ancien banquier d'affaires et maintenant chef d'entreprise dans le secteur de l'outdoor, quelle est un peu ta vision de notre secteur et justement de la progression des entreprises sur notre secteur? C'est une bonne question et l'outdoor a vraiment un terrain de jeu incroyable, quoi, et qui, à mon avis, dans les 10, 20, 30 prochaines années, va vraiment attirer des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouveaux modes de consommation. Donc, c'est à mon avis un terrain de jeu incroyable pour développer des boîtes et proposer des nouvelles applications. En plus, avec la transition évidemment écologique, le changement du climat, il y a quand même beaucoup de questions à adresser, évidemment. Et les entreprises, les entrepreneurs, justement, on va dire, du coup, l'opportunité de proposer des nouveautés, des nouvelles choses. Après, sur l'univers du financement, clairement, il y
Il faut vraiment trouver l'adéquation entre d'un côté des entrepreneurs qui portent des projets ambitieux et en face des investisseurs qui sont prêts à les suivre sur, à mon avis, des périodes plus long terme. On sort, je dirais, d'une période d'investissement où on était très très tourné sur financer des startups dans l'univers des SaaS, donc logiciels avec des délais ultra courts, quoi. Et donc c'était la surcroissance très rapide, très forte, quitte à burner un cash de malade. On regardait la croissance de la top line comme critère numéro 1 sans se soucier du cash burn. Aujourd'hui, totalement changé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une phase de transition, puisque avant on disait quel est ton niveau de chiffre d'affaires et ta croissance. Donc là, tout le monde disait il fallait que tu sois à 300% de croissance par an. Et le cash burn, on regarde pas. On va te financer si tu as ces métriques qui vont bien. Il y a une phase de transition où les gens se sont rendus compte que le cash burn devenait quand même un problème et la rentabilité intrinsèque des entreprises et des modèles économiques des entreprises nouvelles était importante, ce qui me semble être d'ailleurs assez sain. Donc à ce moment-là, on a rajouté un critère qui est la profitabilité, on va dire visible, à moyen, court terme. Mais ce qui est marrant, c'est que sans pour autant enlever les deux premiers critères. Donc on demandait toujours un méga chiffre d'affaires, une méga croissance, mais en étant quasiment profitable. Il y a quelques boîtes qui réussissent à le faire, qui sont incroyables, ça c'est sûr, mais c'est vraiment hyper compliqué. Et je crois qu'on est en train d'arriver dans une nouvelle tendance où le temps long et la profitabilité vont être des critères plus regardés. Et à mon avis, ça ouvre des opportunités de réussir à développer des produits hardware dans des univers comme l'outdoor avec des beaux projets et des belles ambitions. Merci beaucoup Rémi Thomas, cofondateur d'InEmotion, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'en situation de crise, il faut savoir relever son horizon pour anticiper la période d'euphorie qui va bientôt finir par arriver. Le deuxième point, quand c'est difficile, il faut échanger, en parler et ne surtout pas s'isoler. Il faut vous rappeler en quoi votre projet est solide sur le long terme. Le troisième point, c'est plutôt une punchline, c'est que une start-up, ça ne se vend pas, ça s'achète. Et enfin, le dernier point, entreprendre, c'est un marathon qu'on essaye de courir à la vitesse d'un sprint. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.